Nos croyances que la mort c'est la fin, qu'il n'y a rien derrière, elles tiennent pas la route, elles sont pas démontrées scientifiquement. On ne sait pas ce qui se passe après la mort, on ne sait pas. On a, comment dire, il n'est pas prouvé qu'il ne se passe rien. Il n'est pas prouvé que tout ça s'arrête et qu'on rentre dans le néant. Ce livre, en fait, il donne la parole à une partie de la communauté scientifique pour qui les éléments de preuve sont aujourd'hui suffisants pour attester qu'il y a une vie après la mort. Salut tout le monde, aujourd'hui il faut que je vous parle de ce qui s'est passé sur le plateau de France 3 dans l'émission Vous êtes formidable, présentée par Ariane Brodier. Il y a quelques jours, cette émission faisait la promotion de Stéphane Alix. Bon alors déjà, qui est Stéphane Alix? C'est un journaliste et écrivain, il a aussi créé le magazine Inexploré qui fait la promotion de toutes les pseudosciences possibles et imaginables, et il a également présenté sur M6 les enquêtes extraordinaires. Et en fait, j'ai vu comme deux êtres de lumière venir me chercher dans mon lit, et je me suis passé par je ne sais où, rentré dans un vaisseau. Mais il est surtout connu à présent pour ses livres, et notamment pour ceux qui prétendent prouver qu'il y a une vie après la mort. Tout ce que je présente dans le bouquin démontre que quand notre cerveau ne fonctionne plus, on continue d'être conscient. C'est l'âme, c'est voilà, une dimension fondamentale qui nous constitue et qui est immortelle. Les scientifiques parlent de continuité de la conscience. Il n'y a pas d'arrêt. Nous, on s'imagine que le cerveau s'arrête, tu meurs, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, il n'y a pas d'arrêt. Ça continue. Et ça continue encore et encore. Ça continue. Voilà, c'est la grande thèse qu'il prétend prouver scientifiquement dans ses derniers livres. La vie ne s'arrête pas à notre mort. Le test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez enfermé dans le cercueil de votre père un certain nombre d'objets que vous étiez les seuls avec lui à connaître. Un an après, il y a 6 médiums qui nomment les objets qui étaient enfermés dans le cercueil de votre père. Alors là, Ardisson, il parle de ce bouquin, Le test, la preuve de l'après-vie. Alors ce livre est un best-seller, c'est ce bouquin qui a fait connaître Stéphane Alix au grand public, et donc ce livre est souvent présenté comme la preuve qu'il y aurait une vie après la mort. Bon, la rigueur du test est assez incroyable, parce que tout repose sur 6 consultations de médiums. Ici Philippe Médium. Stéphane Alix avait donc mis un pinceau, un tube de peinture blanche, une boussole, un livre bien précis et un mot dans une enveloppe, ces 5 objets donc dans le cercueil de son père, et il est allé consulter des médiums pour voir si son père décédé allait parvenir à énumérer les objets qu'il y avait dans son cercueil par l'intermédiaire des médiums. Bon, je vais vous faire maintenant une petite chronique littéraire, alors c'est un petit peu long, mais c'est vraiment nécessaire pour bien saisir le contexte de l'histoire que je vais vous raconter après ça. Bon, alors ce qui est assez perturbant dans ce bouquin, c'est que Stéphane Alix prend la position un peu du sceptique ou du journaliste qui a une démarche quasi scientifique, alors qu'en réalité, il tombe dans absolument tous les panneaux qu'on peut trouver dans les consultations de médiums. Typiquement, page 24, en pleine séance avec une médium, voilà par quoi il se laisse impressionner. Voilà ce que dit le médium. Paul était très triste avant de partir. Je vois les yeux brillants. Il y a la lettre F qui apparaît. Un prénom, un nom. Et là, Stéphane Alix commente « Être triste de partir, rien d'original, mais la lettre F. Paul s'appelait Lafitte. Est-ce moi qui assemble trop vite des morceaux entre eux? Voilà tout de même coup sur coup plusieurs éléments qui s'ajustent très précisément. Paul F pour Paul Lafitte. » Donc déjà, le médium ne dit pas que le F c'est le début d'un nom ou d'un prénom, il dit rien, il pose une question, mais alors lui il se dit « Ah ouais, mais il y a un F dans le nom de Paul. » Paul qui est donc décédé et qui parle à travers le médium, et donc c'est même pas le nom de famille de Paul commence par un F, non, c'est il y a un F dans le nom de famille de Paul. Non mais ouais, ok, super quoi. Typiquement le genre de piège facile dans lequel on tombe quand on est déjà croyant dans le pouvoir des médiums, et d'ailleurs Stéphane Alix qui se fait passer pour un sceptique un peu dans le livre, pourtant il croit lui-même clairement au pouvoir des médiums, il le dit directement au début du livre. Donc la médiumnité est un phénomène tangible et réel. Alors là, avec une autre médium qui s'appelle Dominique, voilà ce que lui dit la médium. Il me parle de Coco. Il a un perroquet? C'est quoi Coco? Ou Clo-Clo? Et là, Stéphane Alix commente « Ma mère s'appelle Claude ». Voilà, donc bon, bah le médium, lui, voyait un perroquet, il pose la question, c'est un perroquet? Non, alors c'est ni un perroquet, ni Coco, mais sa mère s'appelle Claude. Donc voilà, apparemment c'est concluant. Il y a un autre moment qui illustre parfaitement à quel point
Stéphane Alix est extrêmement naïf face à ces médiums. Le but, c'est toujours de faire parler son père décédé pour qu'il lui donne la liste des objets. Et donc, à la fin d'une consultation avec cette médium-là, elle n'a pas réussi à lui donner aucun des objets qui étaient dans le cercueil. Et donc, à la toute fin de la consultation, voilà ce que la médium lui dit. « Oh, je ne sais pas. Pinceau, papier pour dessiner, tube de couleur avec des paysages, voilà. » Et là, Stéphane Alix commente « Non, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? C'est une blague. Pinceau, papier pour dessiner, tube de couleur, je n'y crois pas. Dominique a lâché ces éléments avec une telle désinvolture. Pourtant, quelqu'un vient bien de les lui souffler à l'oreille. » En gros, il est extrêmement excité parce que voilà, elle a trouvé un des objets, quoi. Le pinceau et le tube de couleur qu'il avait mis dans le cercueil. Sauf que quelques pages avant, dans la même consultation avec la même médium, eh ben c'est Stéphane Alix lui-même qui donnait l'information au médium en lui disant « Il était peintre, c'était sa passion ». Donc c'est Stéphane Alix lui-même qui précise au médium que son père était peintre et que c'était sa passion. Donc effectivement, pas très difficile ensuite de deviner que dans le cercueil, il pouvait y avoir un pinceau et de la peinture. Voilà 2 médiums que je vois et 2 qui réussissent le test. Donc voilà, c'est ce qu'il écrit, page 105, en parlant des 2 précédents tests, sachant que le premier médium n'a nommé aucun objet qu'il y avait dans le cercueil, et le deuxième médium cite juste le pinceau et la peinture, sachant que c'était lui-même qui avait donné l'information sur la passion pour la peinture de son père. Le test avec le médium suivant, qui s'appelle Christelle, c'est la même histoire. Christelle n'a pas réussi à nommer les 5 objets qu'il y avait dans le cercueil, elle en a même nommé aucun, zéro, voilà, zéro, mais Stéphane Alix écrit « Ce qui vient de se passer dans cette séance est riche d'enseignements. À mes yeux, le test est très concluant, même s'il n'est pas formellement réussi. » Mais c'est très concluant, quoi. Voilà, c'est la démarche scientifique de Stéphane Alix. Il y a 6 médiums qui nomment les objets qui étaient enfermés dans le cercueil de votre père. Alors ensuite, on a le médium suivant qui s'appelle Pierre. Et là, même histoire, Pierre ne parvient pas à nommer les objets qu'il y a dans le cercueil. Mais voilà la conclusion de Stéphane Alix. Malgré tout, il s'en sort pas mal, non? Pourquoi il s'en sort pas mal? Parce qu'il a vu une médaille. Voilà, un objet rond qui peut être une médaille. Mais Stéphane Alix commente « ou une boussole, point d'interrogation ». Voilà, donc encore une fois, le médium ne trouve absolument aucun des objets dans le cercueil de son père, mais apparemment, il s'en sort pas mal, d'après Stéphane Alix. C'est le problème, quand on ne suit pas de méthodologie rigoureuse et qu'on ne définit pas à l'avance les critères précis pour valider des hypothèses de départ, quoi. Voilà, quand on fait ça à l'intuition, voilà, ça donne un truc complètement bancal. Il y a des choses beaucoup moins drôles dans ce bouquin, comme par exemple ce que Stéphane Alix raconte sur la schizophrénie. Voilà ce qu'il écrit. Beaucoup de ceux que l'on qualifie de schizophrènes seraient ainsi des médiums submergés par leur perception. Page 189, ou encore page 195, schizophrènes et médiums ont accès au même monde invisible. Les premiers s'y perdent, les seconds y vont et reviennent quand ça leur chante. Donc voilà, dans ce livre vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, on a Stéphane Alix qui dit que la schizophrénie n'est pas une maladie mentale, mais qu'en fait les schizophrènes sont donc des médiums qui sont submergés par les voix des personnes décédées qu'ils entendent dans leur tête. Ça, c'est tout de suite beaucoup moins drôle. Bon bref, le best-seller censé être la preuve de l'après-vie, le fameux test. Le fameux test est complètement nul, c'est un échec total, c'est un enchaînement de bullshit classique des médiums. Mais bon, en tout cas, la conclusion de Stéphane Alix, c'est que les tests ont donné des résultats positifs incontestables. Alors ce qui est assez ironique, c'est que Stéphane Alix déclare ça en interview concernant la méthode scientifique. « Je me méfie des gens pleins de certitudes. Notre société vit sa relation à la réalité de façon particulière. La méthodologie scientifique nous fait croire que l'on sait tout sur tout. » Bon alors je pense plutôt que cette déclaration montre que Stéphane Alix ne sait pas ou ne comprend pas ce qu'est la méthodologie scientifique. Parce qu'au contraire, la méthode scientifique, c'est justement ce qui l'aurait protégé de lui-même dans son test avec les médiums. S'il avait utilisé la méthode scientifique, il aurait probablement évité les nombreux pièges mentaux qu'on rencontre dans une consultation avec un médium, et il n'aurait ensuite pas développé cette certitude erronée que son test était concluant et qu'il avait apporté la preuve de l'après-vie. Je connais le sujet, je connais des médiums, j'en ai interrogé, j'en ai testé, mais de le faire moi-même avec des objets que j'avais cachés, mon père ne le savait pas avant de mourir, je lui ai dit après sa mort. Donc j'étais l'unique être vivant. Ni ma famille, ni ma femme, ni mes amis, ni ma mère n'étaient au courant de ça. Donc quand effectivement ces médiums commencent à parler des objets et puis de plein d'autres choses, c'est vertigineux, on ne peut plus s'échapper là. Ce qui est irrationnel, c'est de ne pas y croire, vous dites. Ce qui est irrationnel, c'est de se dire qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'intéressant dans ce sujet-là et que
ça ne mérite pas l'examen. Ça, c'est une position qui n'est pas une position scientifique, c'est une position de croyant qui ne veut croire en rien du tout. Donc pour le coup, effectivement, Stéphane Alix, lui, il croit à tout un tas de choses. Il a notamment écrit un livre qui raconte qu'après une retraite chamanique, il a eu une vision et il a compris qu'il était la réincarnation d'un soldat allemand mort pendant la Seconde Guerre mondiale. La réalité de l'existence de cet homme est faite pour moi. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Son dossier militaire l'atteste. Donc il y a une liaison entre cet homme qui est mort il y a plus de 70 ans et moi. Bref, Stéphane Alix est probablement l'auteur français qui vend le plus de livres depuis 10 ans dans les rayons ésotériques, et en ce moment, il fait la tournée des plateaux pour promouvoir son dernier bouquin, La mort n'existe pas, 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité. Un bouquin qui fait donc un peu la synthèse des recherches d'Alix sur ce sujet, et on peut résumer la thèse de cet énième livre avec cette citation, page 344, « Lorsque nous mourrons, nous ne mourrons pas, ce n'est pas une croyance. » Donc encore une fois, pour le journaliste, cette thèse est maintenant démontrée, et il prouve tout ça dans ce bouquin en nous parlant des expériences de mort imminente, des médiums, de la télépathie, et il nous parle aussi surtout beaucoup de chamanisme, et des fois où il a pu consommer des hallucinogènes chez les chamans pour rencontrer des proches décédés, ou des fois où il a consommé du LSD pour voyager hors de son corps. Bref, voilà, le tableau est maintenant bien posé, vous avez maintenant le contexte, vous savez de quoi France 3 a décidé de faire la promotion tout récemment. Nous sommes sur le service public. Parce que oui, au final, le sujet de cette vidéo, ce n'est pas vraiment Stéphane Alix. Alors pourquoi je vous parle de cette émission de France 3 qui vient de sortir? Eh bien parce qu'il s'est passé quelque chose sur le plateau, quelque chose qui n'apparaît pas à l'image, que les spectateurs n'ont pas vu, mais que je vais maintenant rendre public. Et pour ça, il faut maintenant que je vous présente rapidement Maxime Lullier. Et ce matin, on aura une chronique de Maxime. Je te présente Maxime. Coucou Maxime, salut. Maxime, son truc, c'est les animaux. C'est son dada. Effectivement, les animaux, c'est son dada, Maxime. Il a un master en éthologie, c'est un éducateur canin réputé et expérimenté, et il est également, entre autres, chroniqueur régulier dans cette émission de France 3 depuis 1 an et demi déjà, avec plus d'une trentaine de chroniques à son actif. On va parler de la prévention des morsures envers les enfants. Pour qu'on ait un animal qui soit bien dans sa peau, il faut respecter ses besoins, notamment ses besoins d'activité. Avant d'apprendre à un animal ce qu'il ne doit pas faire, à savoir ne pas faire ses besoins dedans, il faut déjà lui expliquer ce qu'il doit faire. Bon, et bien, dans cette émission de France 3 du 4 avril 2024, qui recevait Stéphane Alix, les spectateurs attentifs auront peut-être remarqué un détail étrange, presque paranormal. Voilà, regardez pendant l'introduction de l'émission, juste avant le générique. On voit que l'éducateur canin est présent sur le plateau et qu'il fait donc partie de l'équipe des chroniqueurs du jour. Mais là où ça devient bizarre, c'est qu'ensuite Maxime disparaît des radars. Contact radar perdu. Aucune trace de lui ensuite dans le reste de l'émission, aucune trace de sa chronique, que dalle, Maxime s'est volatilisé. Mais alors pourquoi? Y a-t-il une explication rationnelle à cette disparition étrange? Eh bien oui, il y en a une. Et c'est Maxime Lullier lui-même qui va nous raconter tout ça. Salut Maxime. Salut. Écoute, t'es là pour nous raconter un peu ce qui s'est passé sur France 3, dans cette émission qui vient de sortir et qui a reçu Stéphane Alix. Petite précision ici, l'émission de France 3 est tournée dans les conditions du direct, mais en fait c'est enregistré des semaines avant la diffusion. Donc là, l'émission vient tout juste d'être diffusée à la télé, mais depuis le tournage de l'émission, Maxime a eu le temps de me contacter pour me raconter son histoire. Ah oui, et désolé pour les quelques bourrasques de vent dans le micro, ça a disparu vite ensuite. Donc si tu veux bien, écoute, présente-nous un petit peu le contexte, comment t'as abordé cette chronique, comment tu l'as préparée, et puis après, comment ça s'est passé concrètement ensuite sur le plateau de France 3. Alors peut-être que je vais t'interrompre pour te poser quelques questions, mais écoute, prends les choses dans l'ordre et puis voilà, on t'écoute. Ok, alors niveau contexte, en fait, au niveau de la préparation de l'émission, c'est une émission qui est enregistrée, mais tournée dans les conditions du réel, du direct, pardon. Donc il nous envoie quelques semaines à l'avance la liste des invités et moi j'aime bien préparer une chronique qui soit en rapport avec l'invité. Alors il y a des sujets où c'était pas forcément toujours facile, quand ça fait 10 cuistots que tu reçois, se renouveler c'est un peu compliqué. Mais là tout d'un coup je vois Stéphane Alix qui a écrit un livre, donc je me dis tiens je vais regarder quel est le livre. Donc La mort n'existe pas, tiens le titre est assez bizarre. Je me renseigne un peu sur l'invité. De ce que je vois, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec ce qu'il raconte. Beaucoup de cherry picking sur justement des
des expériences plus ou moins fiables d'expériences de mort imminente, beaucoup de trucs autour de la médiumnité et compagnie, je me sens pas à l'aise. Donc bon, j'envoie un petit mail à l'équipe quand je donne mes sujets en disant « Stéphane Alix, vous êtes sérieux, c'est quand même un peu limite ce qu'il raconte niveau pseudosciences. Mais c'est vrai que j'ai pas osé aller plus loin, j'aurais peut-être dû vraiment dire que j'étais pas à l'aise du tout sur ça. Et j'ai galéré à trouver un sujet parce que moi j'étais vraiment pas bien de dérouler le tapis rouge à ce genre de discours. Contribuer à la mise en avant de ce qu'il avance, ça me dérangeait beaucoup. Donc j'ai essayé de trouver des trucs et je me suis dit tiens, je vais faire une chronique sur la télépathie entre les chiens et les animaux, donc ce que tu as déjà pu découvrir avec la communication intuitive, qui pose quelques soucis effectivement et qui est très présent dans mon milieu. Et je me suis dit avec ça, je vais essayer d'amener le sujet sur la notion d'esprit critique, qu'il faut faire attention à certaines informations, et voilà, donc c'est comme ça que je suis allé faire ma chronique, la fleur au fusil. Mais alors quand tu choisis le sujet de ta chronique, est-ce que tu dois prévenir la production? Comment ça se passe? Tu leur dis que ça va porter sur la télépathie animale? C'est ça, je donne les sujets en fait. Je donne pas le descriptif de comment je vais le faire, ça j'avais pleine latitude pour choisir comment j'abordais mon sujet et le dire, mais je donnais justement mes sujets. C'était surtout pour aider la présentatrice pendant l'introduction à dire voilà, machin va nous parler de ceci, machin va nous parler de cela, Maxime va nous parler de ce sujet. Voilà, ça c'était pour le... Maintenant, raconte-nous s'il te plaît comment ça se passe sur le plateau, qu'est-ce que tu dis dans cette chronique, et puis quelles sont les réactions, comment ça se passe concrètement le jour J? Alors, le plan de la chronique, j'arrive, pour une fois, je n'avais pas ma chienne avec moi sur le plateau, puisque d'habitude lui m'accompagnait tout le temps. Puis bon, du coup, c'était intéressant de l'avoir dans la voiture, je voulais dire, elle est avec nous par télépathie, de toute façon, comme ça, on est bon. Alors j'ai commencé ma chronique par faire une petite illusion d'optique, avant de commencer la chronique. Petite pause, je vous explique. La chronique a donc disparu des radars de l'émission, donc j'ai demandé à Maxime de me refaire sa chronique. Donc voilà, ça c'est juste une reconstitution. Je vais vous montrer un petit truc. Ça, c'est une petite illusion d'optique qui est assez connue. Et je voudrais que tu me dises, entre ces deux petits carrés là, est-ce que tu trouves qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre? Celui-ci nettement plus foncé. T'es sûr? Oui, ça compte. Vraiment? Et moi je trouve que cette illusion d'optique, est intéressante parce que ça permet de voir que notre cerveau peut nous dire quelque chose et il peut se tromper. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que ce carré est plus foncé que l'autre, on le voit vraiment changer de couleur. Mais non, il ne change pas de couleur, c'est juste une illusion d'optique. Donc notre cerveau peut nous mentir et on peut tout à fait se tromper en toute bonne foi. Et on a le droit de se tromper, c'est pas un crime. L'idée c'était de dire que moi je peux me tromper et n'importe qui peut se tromper, c'est pas pour autant qu'on est malveillant. Voilà. Après ça, j'ai enchaîné avec une définition de ce qu'était la communication intuitive, donc d'expliquer qu'il y a des gens qui prétendent pouvoir faire de la télépathie avec les animaux, et ils prétendent pouvoir communiquer aussi bien avec des animaux vivants que des animaux qui sont décédés, et peu importe l'espèce. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que la télépathie, avant de la tenter avec les animaux, il faudra déjà tenter de la faire avec les humains et que ça marche. Et à ma connaissance, je peux me tromper, mais à ma connaissance, ça n'a jamais été démontré. À chaque fois, il y a eu des explications alternatives qui étaient beaucoup plus simples et beaucoup plus plausibles. Il y a beaucoup de gens qui font appel à des communicants animaliers et qui sont très contents des résultats, et qui disent « ouais, mais ça m'a trouvé des trucs, ça a trouvé des solutions à des problèmes que j'ai avec mon animal ». Et comment tu expliques, Maxime, que ça ait marché si ça marche pas? Et justement, on va voir comment ça marche pas. Donc après, je suis parti sur tout ce qui est biais cognitifs. Au niveau des biais cognitifs qui sont impliqués dans la communication intuitive, on rencontre notamment le biais de confirmation. C'est-à-dire que si on vous dit quelque chose qui ressemble à quelque chose que vous avez vécu, votre cerveau va vous dire « ah ouais, ça existe ». En plus de ça, on a des techniques psychologiques comme l'effet Barnum, les effets de spectacle, qui semblent être très précis, correspondent vraiment à la personne ou à son animal, mais qui pourtant vont coller à tout le monde. C'est le même principe que les horoscopes ou les médiums.
Bon, j'ai été un peu taquin, parce que j'ai dit l'effet Barnum, c'est ce qu'on rencontre par exemple quand on lit l'horoscope ou quand on consulte des médiums. Voilà, donc oui, bon, là c'était peut-être un peu taquin, en disant voilà, que c'est toute une flopée d'informations qui semblent très précises, mais qui collent en fait à tout le monde. Taquin, mais vrai en tout cas. Hein. Oui, oui. Après, j'ai expliqué en quoi ça me dérangeait. Bah, le gros problème, c'est que, comme les médiums, comme beaucoup de médecine parallèle, bah, ça peut amener des gens à s'éloigner d'un parcours de santé pour eux ou pour leur animal. Savoir que moi, en tant qu'éducateur canin, j'ai certaines personnes qui ont préféré dépenser 150 € dans une communication intuitive avec leur animal pour comprendre pourquoi l'animal n'allait pas bien et qui après n'avaient plus assez d'argent pour aller chez le vétérinaire, pour payer le vétérinaire. Et au moins, les produits qu'ils utilisent, les méthodes qu'ils utilisent, elles sont validées scientifiquement, avec des vrais manips. Donc à partir du moment où ça peut mettre en danger des animaux, que ça peut mettre en danger des personnes, parce que quand on a un chien qui est extrêmement agressif et qu'on va préférer payer un communicant animalier plutôt que de faire appel à un éducateur canin, bah on peut mettre en danger des gens. Et on peut mettre en danger les animaux qui ont croisé ce chien aussi. Bah, la communication intuitive, j'aimerais que ça marche. Moi, dans mon métier, ça me changerait la vie si je pouvais enfin parler avec mes patients. Mais malheureusement, bah, de toutes les preuves que j'ai aujourd'hui, bah, il n'y en a aucune qui est concluante pour me montrer que ça existe et que ça marche. Et j'ai fini en faisant un petit peu de pub pour l'Aztec, pour le Cortex, pour ta chaîne, pour la Tronche en biais, pour Info ou Mytho de Valentine aussi. Dire que voilà, il existait des créateurs de contenu qui essayaient d'apporter de la vulgarisation scientifique et de l'éveiller à l'esprit critique, quoi. Et pendant cette chronique, il y a eu une interaction entre toi et l'invité ou... Oui, il disait, par exemple, quand je parlais que la télépathie n'avait pas été démontrée à ma connaissance, il fait, bah si, quand même, il y a des choses qui existent. Je fais, bah écoutez, je peux me tromper, hein, c'est juste à ma connaissance. Je voulais pas aller contre lui parce qu'il m'a rien fait, ce monsieur. Je suis pas d'accord avec ce qu'il raconte, mais tout à fait le droit de croire ce qu'il veut. Et puis j'avais que 5 minutes. Donc si je partais dans un débat, c'était mort. Oui, puis c'est une chronique de toute façon. C'est juste une chronique, c'est ça. Donc en résumé, tu as fait une chronique sur le thème un peu du scepticisme par rapport à la communication intuitive, quoi. C'est-à-dire en lien direct avec le sujet de tes chroniques, quoi, les animaux. C'est ça. Donc voilà, avec un angle un peu sceptique. Donc ma question, comment se termine l'émission et pourquoi est-ce que je ne vois pas de traces de ta chronique? Pourquoi est-ce que tu disparais ensuite de l'émission? La téléportation quantique, bien sûr. J'étais intriqué avec ma chienne, donc je le rejoins dans la voiture. Non, simplement, à la fin de l'émission, certaines personnes qui sont responsables de l'émission sont venues me voir en me disant que ma chronique n'allait pas du tout. Donc voilà, ils m'ont dit que ma chronique n'allait pas, et ils m'ont dit que ça ne devait pas se reproduire, ce genre de truc. Qu'à la limite, si je veux pas faire une chronique, je la fais pas. Voilà. Ce à quoi j'ai acquiescé. Je me suis dit, oui, c'est vrai que la prochaine fois, peut-être que... je vous dirais que je suis pas à l'aise avec un invité, que je préfère pas faire de chronique avec. Et sur le coup, franchement, je pensais que c'était passé. Je me suis fait un peu taper sur les doigts. Et je me suis dit, ça devrait aller. Ma chronique va passer, et puis je vais continuer. Mais 5 jours après, j'ai appris que ma chronique allait être coupée au montage et qu'ils arrêtaient toute collaboration avec moi. Parce que j'avais dépassé le périmètre de ce pourquoi il me faisait venir. C'est pas par rapport à un problème de relationnel avec le monde de l'équipe, parce que vraiment je m'entendais bien avec tout le monde là-bas, quoi. D'ailleurs, s'il y en a certains qui regardent, je suis désolé, mais voilà, moi je m'entendais bien avec tout le monde, j'aimais vraiment bien aller travailler là-bas. Je pense que c'était réciproque, on a quand même travaillé ensemble pendant 18 mois. Mais du coup, suite à cette chronique, ciao. Ouais, donc cesser toute collaboration, concrètement, ça veut dire que ça faisait 1 an et demi que tu bossais avec France 3, que tu avais une chronique régulière. Et donc, à cause de cette chronique, on t'a dit, c'est terminé. C'est ça. Tu ne viens plus chez nous. C'est ça. Et la raison qu'on m'a donnée, c'est que j'ai dépassé mon périmètre. Alors que je pense pas avoir été violent envers l'invité, ni envers personne. Juste dire que voilà, faut faire gaffe avec certains discours. Et oui, ça rejoignait. Donc ce qui n'allait pas, c'est qu'il y avait cette espèce de petit lien contradictoire entre ta chronique et les thèses de Stéphane Alix. C'est ça, et d'appeler à l'esprit critique sur une émission qui était vraiment dédiée plutôt à de l'ésotérisme, tout simplement. Je pense que c'est juste le fait de mettre l'invité mal à l'aise, d'apporter un contre-discours. Je pense que c'est plutôt ça qui a été un problème. Bon, est-ce que cette histoire est pas
hallucinante. Non mais sérieusement. On a donc France 3, la télévision publique française, qui n'a pas de problème à faire la publicité du bullshit ésotérique de Stéphane Alix. Un bullshit qui peut être relativement dangereux. Je sais pas s'il faut expliquer pourquoi prétendre qu'il est désormais prouvé que la mort n'existe pas peut être dangereux. Ou pourquoi faire la promotion des retraites chamaniques à base de psychotropes dans le but de rencontrer ses proches décédés peut aussi être dangereux, etc., etc. On a donc France 3 qui d'un côté n'a aucun souci à promouvoir les thèses bullshit de Stéphane Alix, mais qui par contre trouve anormal qu'un chroniqueur apporte une petite touche d'esprit critique dans une chronique face à cet invité au point de le dégager complètement de l'équipe. Est-ce que c'est pas relativement fou tout ça? Et est-ce que c'est pas un peu symbolique de certaines dérives médiatiques? En tout cas, France 3 considère que les thèses de Monsieur Alix sont de l'information qui mérite publicité. Eh bien, je considère que ce qui s'est passé sur le plateau de France 3, à savoir virer un chroniqueur pour avoir apporté une dose de scepticisme face à des propos ésotériques, ça aussi, c'est une information qui mérite publicité. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Personnellement, je pense que c'était important de donner de la visibilité à l'histoire de Maxime. Bon Maxime, on peut plus te retrouver sur France 3, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah bah sur ma chaîne YouTube, Question d'éthologie, abonnez-vous. Tu parles de quoi sur cette chaîne? Alors beaucoup de chiens, puisque je suis éducateur canin. Après, si ma chaîne s'appelle Question d'éthologie et pas Question chien, c'est parce que j'aime beaucoup parler de comportement animal et de faire de la vulgarisation scientifique sur le comportement des animaux, donc 90% chiens, mais pas que. Bon alors Maxime, même s'il a le sentiment d'avoir subi une injustice, il garde le sourire, il a pas envie d'aller au-delà de ce témoignage niveau confrontation avec France 3, notamment parce que pour lui cette émission c'était un bonus, il est déjà reconnu pour son professionnalisme et il est pas en manque d'activité. Par contre, donnez-lui de la force en vous abonnant à sa chaîne YouTube qu'il a envie de développer, le lien est en description, une chaîne YouTube garantie sans bullshit ésotérique, contrairement à certaines chaînes de télé. Quelle indignité. Merci à Maxime pour son témoignage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, et à vous abonner également, c'est vrai que je le dis jamais. Gros merci à mes chers tipeurs et patreonneurs qui soutiennent mon travail, c'était G1000 grammes, à très vite.